Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. La planète compte un nombre record de jeunes de 10 à 24 ans, plus d'1,8 milliard, un chiffre qui continue d'évoluer. La majorité se trouve en Afrique. Pour des experts de l'ONU, toutefois, le continent demeure résolument inhospitalier à l'égard des jeunes, que ce soit sur le plan politique, économique ou social. Salwa Jaafari nous plante le décor. Voici à quoi ressemble le monde à travers le prisme de la jeunesse. Les zones sombres représentent les populations les plus jeunes. Dans près de 40 pays africains, plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Avec plus de 200 millions d'habitants âgés de 15 à 24 ans, l'Afrique est composée de la plus forte population de jeunes dans le monde. Mieux encore, les tendances actuelles laissent présager que ce nombre va doubler d'ici 2045. Dans 15 pays de l'Afrique subsaharienne, la moitié de la population a moins de 18 ans. En 2030, 137 millions de jeunes âgés de 20 à 24 ans seront munis d'un diplôme d'éducation secondaire. Au-delà de ce tourbillon de chiffres, la question que se posent beaucoup d'analystes, est-ce une bonne chose ou une mauvaise ? Si certains y voient des opportunités à saisir, d'autres par contre y voient des contraintes à gérer. C'est de l'emploi par exemple. Les prochaines décennies verront arriver sur le marché du travail des centaines de millions de jeunes de toutes qualifications. Selon la BAD, le taux de chômage en Afrique subsaharienne est actuellement de 6%, alors que 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide du monde se trouvent dans cette région. Les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. À la combinaison d'un taux de chômage élevé, du sous-emploi, de la pauvreté, s'ajoute un accès insuffisant à l'éducation, aux services de santé et autres structures, ainsi qu'une vulnérabilité aux conflits, à la violence et au terrorisme. Dans l'esprit du verre à moitié plein, la jeunesse africaine est un vivier de ressources humaines. Une jeunesse porteuse d'idées nouvelles, d'expertise et d'énergie, mais aussi pourvoyeuse des leaders de demain. Salwa Jaafari, merci bien. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités avec moi sur ce plateau de la VOA à Washington. Florence Francine Messi, analyste en politique publique. Elle est membre de la Commission africaine du gouverneur de l'État américain du Maryland. Via Skype d'Abidjan, Côte d'Ivoire, Emmanuel Assouan, premier maire du web ivoirien. Ce jeune est chercheur en sécurité informatique. Et de notre studio de Paris, Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine. Ce journaliste camerounais a également fondé et dirigé l'association de la presse panafricaine. Malgré les progrès qui ont été accomplis au cours des 20 dernières années, pour améliorer la situation des jeunes dans le monde entier, ils font toujours face à des défis redoutables. Voilà ce que l'envoyé du secrétaire général de l'ONU pour la jeunesse, Ahmad Al-Endaoui, a déclaré lors d'une réunion pour marquer le 20e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse. Emmanuel Assouan, je commence par vous. Partagez-vous cet avis? Quels sont ces défis auxquels les jeunes africains sont-ils confrontés? Merci Jacques de la parole, merci de me permettre de rejoindre le plateau. J'aimerais dire que je suis d'avis avec cette accession parce que, comme vous l'avez dit, cette problématique elle est mondiale. Ouais. Et au niveau des jeunes africains, elle est encore plus présente parce que les jeunes africains font face à des défis sur le plan économique, sur le plan et sur le plan éducatif. Donc autant de défis que font face les jeunes. Donc elle n'est pas juste unique. Donc elle a plusieurs formes. Donc je pense que dans le développement de notre panel, on aura abordé les différents points que font face les jeunes. Oui, quelques chiffres encore d'après la Banque africaine de développement. Quelques 12 millions de jeunes sont entrés sur le marché du travail africain
pour seulement 3,1 millions d'emplois créés. C'est un chiffre qui remonte à 4 ans de cela. C'est le dernier disponible, mais il indique donc que les jeunes se retrouvent par millions au chômage. Florence Messi, je me tourne vers vous. Pourquoi les gouvernements africains ne parviennent-ils toujours pas à régler ce problème de chômage ? Merci de m'avoir invité aujourd'hui pour parler des problèmes de chômage en Afrique. Pour faire simple, je vais vous le dire, la principale raison pour laquelle les gouvernements et même les politiques, les personnes chargées des politiques publiques en Afrique et sur l'Afrique ont toutes les peines du monde à endiguer le chômage en Afrique, c'est tout simplement parce que ces personnes se sont focalisées sur la croissance. C'est vrai, la croissance dans le monde entier se traduit souvent par le développement, mais ça n'a pas été le cas en Afrique. Regardez par exemple ces dernières années, nous avons en Afrique l'un des taux de chômage les plus élevés dans le monde. Mais l'Afrique et le chômage, ça nous colle à la peau. Oui. Pourquoi? Parce que les pouvoirs publics, les pouvoirs chargés des politiques publiques se sont focalisés, sont demeurés focalisés sur des paradigmes qui ne marchent plus. Oui. J'aurais aimé poser cette question justement à Louis Kemayou. Cela fait justement des années que les pouvoirs publics en Afrique, les blocs continentaux, voire la communauté internationale, parlent du potentiel des jeunes africains, mais aussi du chômage de ces jeunes. Des promesses sont faites à longueur d'année. Quand plus de la moitié de votre population de jeunes est au chômage, par où pouvez-vous commencer ? On peut commencer par constater que ce sont des vœux pieux qui ont été émis depuis les indépendances concernant les jeunes. Tous les gouvernements ont expliqué que la jeunesse est le fer de lance de la nation, que c'est grâce à la jeunesse que la nation peut déjà avoir des forces vives pour se développer et surtout avoir la chance dans l'avenir de pouvoir compter dans le concert des nations. Mais quand on aime, on ne compte pas, on investit. Et jusqu'à présent, très peu de pays, les situations ne sont certes pas homogènes, mais ce qu'il faut constater, c'est que de façon générale, sur le continent africain, il n'y a pas un vrai investissement dans la jeunesse, dans l'éducation, dans la formation, après dans la capacité pour les jeunes de pouvoir se soigner, de pouvoir avoir une éducation, des diplômes et s'insérer dans le monde du travail. Et si on va même plus loin, dans le domaine politique, il n'y a pas beaucoup de place qui est faite à la jeunesse. Et donc, du coup, ces jeunes-là, qui n'ont pas le pied à l'étrier, ne vont jamais apprendre à exercer les métiers et à diriger leur pays. Et ils seront dépouillés. C'est comme dans le sport de haut niveau. Si vous n'êtes pas entraîné, vous ne serez pas compétitif sur la scène internationale. Et c'est à ce problème-là que la jeunesse africaine fait face aujourd'hui. Même dans le domaine des loisirs, qui est quand même un domaine pas très compliqué à développer, ce sont la plupart du temps aujourd'hui des opérateurs extérieurs qui viennent offrir des salles de cinéma, offrir du spectacle par la télévision câblée pour que les jeunes Africains arrivent à bénéficier de certains loisirs. Je pense que les États ont beaucoup démissionné, en s'appuyant sur le fait que l'austérité qui est due au fait que dans les années 80, le consensus de Washington a été imposé à la plupart des États, les obligeant à se désengager de nombreux secteurs, y compris des secteurs comme celui de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi même, parce que l'État était souvent le plus gros employeur sur son espace. Tout cela a fait qu'aujourd'hui, les États trouvent des excuses pour ne pas utiliser la jeunesse. Et le plus dur, au-delà de tout cela, c'est que dans le domaine aujourd'hui, qui est celui de la souveraineté, où on devrait par exemple entendre l'État dire prenez la Norvège. La Norvège a fait un fonds pour les générations à venir, dans laquelle elle a mis de l'argent que personne ne touche. Mais dans les États africains, c'est plutôt une dette que l'on est en train de laisser, une dette abyssale que les États et les générations actuelles laissent à celles qui viendront après elles. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue. Mais quand vous parlez de diplômes, il y a beaucoup de diplômés en Afrique qui n'ont pas d'emploi.
Quand on fait des études, on s'attend à obtenir un emploi, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi peut-être beaucoup de jeunes sont découragés en voyant cela et ils ne se tournent pas vers l'éducation. Oui, mais avant même d'arriver à ce stade, parce que jusque dans les années 80, le phénomène des années blanches n'était pas quelque chose de courant. Quand on allait à l'école, on savait qu'à la fin de l'année, on va passer son diplôme, on pourra l'obtenir ou pas l'obtenir, on pourra passer dans la classe supérieure. Mais aujourd'hui, même cela n'est pas évident. Ouais. Les jeunes sont pris dans des conflits qui font que, même quand ils ont la volonté d'aller à l'école, ils ne sont pas certains qu'à la fin de l'année, ils pourront passer leur diplôme. Qu'ils l'aient bien préparé ou pas, ce n'est pas une évidence aujourd'hui. Et donc, quand ils l'ont réussi, ce qui est déjà une prouesse en soi, il faut qu'ils soient employés. L'État ne peut pas employer et l'État, vu qu'il exporte la plupart du temps des produits qu'il exportait déjà de la période coloniale et qu'aujourd'hui, même après 60 ans d'indépendance, il continue d'exporter ces produits-là sans créer de la valeur ajoutée, sans créer de la richesse, il ne peut pas redistribuer de la richesse qu'il n'a pas. Emmanuel Assouan, vous-même, vous êtes diplômé, n'est-ce pas? Donc, votre diplôme a servi à quelque chose? Je dirais que oui, mon diplôme a servi à quelque chose. Parce que ça m'a permis d'entrer, par exemple, dans la vie en entreprise. Mais ça n'a pas été le cas pour beaucoup de jeunes comme moi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, où je suis. Beaucoup de personnes, par exemple, ont des diplômes, mais pour finir en fin de leur formation, ils ne travaillent pas dans des entreprises avec ces diplômes qu'ils ont obtenus. Ils travaillent peut-être avec des formations qu'ils ont appris sur le tas, par passion, parce que là aussi, je vais rebondir un peu sur la session de mon confrère pour dire que le problème aussi ne vient pas seulement de l'État. On a aussi les parents. Parce qu'au niveau de l'orientation, on veut forcément que, par exemple, les jeunes, lorsqu'ils vont à l'école, que l'enfant puisse avoir un travail dans un bureau rentable et aussi accomplir la vision des parents en Afrique. Et ça, c'est un problème très criant. On veut que, par exemple, si le père a une vision qu'il n'a pas pu réaliser, il veut que son enfant, par exemple, puisse aborder un domaine qui n'est pas forcément la vision du jeune. Et en fin de compte, il n'arrivera pas à travailler avec un diplôme où il n'a pas eu la passion. Oui. Emmanuel, très rapidement, Emmanuel, je vais aborder tout à l'heure dans la deuxième partie l'engouement des jeunes Africains pour la technologie. Mais je le disais, vous êtes le maire du web ivoirien, un rôle que vous assumez depuis plus de 5 ans maintenant. Cela veut dire quoi être maire de l'Internet ivoirien? Avez-vous été élu? Comment et par qui? Ok, être maire de la communauté web ivoirienne, c'est être le porte-flambeau des internautes ivoiriens, être la voix des internautes ivoiriens auprès des organismes, auprès de l'État, et de pouvoir accompagner cette jeunesse-là à prendre conscience des opportunités qu'offre le numérique, qu'offre le web. Donc, c'est dans cette mission-là que les internautes ivoiriens organisaient des élections, comme toute élection normale, et il y a eu plusieurs candidats et au sorti de ce scrutin, j'ai été élu comme le premier maire du web ivoirien. D'accord. Alors, et maintenant, je vous propose 2 commentaires tirés de la page Facebook de VOA Afrique. Valérie Capita du Kananga, RD Congo. Les gouvernements africains luttent contre le chômage des jeunes à plusieurs niveaux. La Banque africaine de développement, la BAD, finance certains de ces programmes qui visent à l'auto-emploi des jeunes. Dans la plupart des pays africains, le chômage des jeunes est au moins 2 fois supérieur à celui des adultes. Un certain nombre de gouvernements africains, toutefois, se sont efforcés de joindre les actes à la parole. Un commentaire plutôt positif. Falikou Diomandé Yamoussoukro, Côte d'Ivoire. La jeunesse africaine est une jeunesse qui, dans sa grande majorité, ne prend pas conscience de la situation de nos pays. Jacques Aristide de retour avec vous dans Washington Forum. Merci d'être toujours des nôtres. Nous parlons de l'Afrique des jeunes. Quoi faire pour leur garantir un avenir? Nous avons posé la question dans ce micro-trottoir réalisé à Cotonou. Il faut déjà signaler que cette jeunesse ne va pas mal. Parce que le meilleur, c'est par rapport à ce qui est bon.
il faut du travail. Il faudrait qu'en dehors de l'éducation, l'alimentation également, les formations que l'État nous permet d'en avoir dans nos universités, que ce soit privé comme public, nous amène aussi à trouver aussi de travail. À la prise d'initiative féconde et l'encourager par des mécanismes, par des projets liés à l'activité de la jeunesse. Il faut permettre à la jeunesse de travailler dans un environnement sain, dans un environnement fertile, dans un environnement de compétitivité. Parce que vous ne pouvez rien faire sans la compétition. La femme aussi doit être dans une association villageoise d'épargne de crédit. Là, elle peut faire des prêts dans cette association. Et ces prêts vont la permettre de faire du commerce. Et comme ça, elle peut garder le foyer avec son mari, satisfaire les besoins fondamentaux dans la maison. Et le foyer serait en paix. Pour que la jeunesse ait un avenir meilleur au Bénin, cela passe fondamentalement déjà par l'éducation. L'éducation qui est différente de l'instruction. L'éducation en ce sens que on doit ramener la jeunesse au respect des valeurs. Les valeurs qui font la personnalité d'un être humain. Et sans le respect des valeurs, il ne pourrait pas avoir un épanouissement d'un être humain. Alors, aussi sensibiliser les jeunes sur leur devenir. Et voilà, des Béninois interrogés dans les rues de Cotonou. Et nous retrouvons nos invités à mes côtés dans le studio 52 de la VOA. Florence Messi, analyste en politique publique. Elle a travaillé au Congrès avec l'élue américaine, républicaine, Cathy McMorris Rogers de l'État de Washington. Via Skype d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, Emmanuel Assouan, premier maire du web ivoirien, jeune graphiste et chercheur en sécurité informatique. Et de notre studio de Paris, Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine. Et voilà, cette année, le thème de la Journée internationale de la jeunesse est transformer l'éducation, Francine. Mais d'après l'ONU, 126 millions de jeunes dans le monde ne peuvent ni lire ni écrire. Et 63 autres millions d'adolescents en âge scolaire secondaire sont actuellement hors de l'école. Mais Florence Messi, est-il seulement question de rendre l'éducation accessible à tous les jeunes en Afrique ou faut-il également mettre l'accent sur une éducation plus pertinente pour les jeunes Africains ? Jacques, je dirais absolument. Il s'agit d'évaluer les besoins du marché du travail africain afin de je dirais design, afin de créer des programmes qui puissent répondre à ces besoins-là. Et vous, avec votre expérience américaine, y a-t-il des modèles que peut-être l'Afrique pourrait copier, des modèles qui pourraient inspirer l'Afrique? Oui, bien sûr. L'Afrique est ouverte au reste du monde et il est question généralement, quand ça ne marche pas ailleurs, on peut regarder des modèles qui ont fait des preuves de l'autre côté. Et que ce soit au niveau fédéral ou bien dans les communautés locales, il y a plein de modèles qui marchent en Amérique. Par exemple, en Afrique, nous avons pratiquement 80% de jeunes qui sont dans le secteur informel. Il s'agit de créer des programmes qui target absolument cette catégorie de jeunes parce que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas avoir une éducation. Et ces programmes-là ont marché en Amérique et ça marche partout ailleurs, même en Europe. Oui. Autre inquiétude, le recrutement des jeunes par les groupes djihadistes. D'après l'ONU, jusqu'à 41 millions de jeunes des moins de 25 ans du Burkina Faso, du Tchad, du Mali, de Mauritanie et du Niger risquent de se radicaliser. Louis Kemayou, miser sur la jeunesse africaine, cela veut-il dire également que c'est miser sur l'avenir du continent face à ces dangers qui guettent le continent ?
Je pense que c'est l'évidence même. L'État doit jouer son rôle et la plupart du temps, ces jeunes qui sont enrôlés par les mouvements djihadistes ou terroristes viennent simplement combler un vide que l'État ne comble plus, celui d'assumer son rôle régalien auprès des jeunes. Tout d'abord, leur offrir une formation adéquate, parce que jusqu'à présent, dans les curricula de formation, l'État forme comme dans la période coloniale. C'est-à-dire qu'on forme des gens pour travailler dans la fonction publique, même s'il n'y a plus de débouchés dans la fonction publique. Et à côté de cela, dans les zones qui sont très reculées, les questions de sécurité, les questions de services publics que l'État ne peut plus, auxquels l'État n'apporte pas de réponse, ce sont la plupart du temps les groupes terroristes et djihadistes qui y apportent des réponses. Et même qu'ils apportent des fois de l'argent à ces jeunes-là, qui ne sont pas capables d'en gagner, qui sont atteints par la pauvreté, le taux de pauvreté extrême qui est resté très important sur le continent africain. Donc je pense que de ce point de vue-là, avant de voir ce que le risque terroriste peut représenter, il faut voir ce que l'État ne fait pas, qui met les jeunes à la merci des terroristes. Et la deuxième dimension, c'est que quand les jeunes n'arrivent plus à trouver leur compte dans leur pays, ils partent. Ils partent pour aller dans d'autres pays africains. Ils traversent le désert du Sahara, souvent au péril de leur vie. Ils traversent la Méditerranée au péril de leur vie pour aller chercher des débouchés dans d'autres pays, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs. Et malheureusement, ces jeunes-là, ce sont autant de forces vives qui ne peuvent plus soutenir le développement du pays, ni sur le plan économique, ni sur le plan intellectuel, et encore moins sur le plan démographique. Et du coup, tous les autres pays se sentent autorisés à dire à l'Afrique qu'elle ne doit plus faire beaucoup d'enfants. C'est quand même terrible. Les programmes qui sont faits pour la jeunesse africaine aujourd'hui sont pour la plupart des programmes étrangers, américains, français et d'autres pays encore. L'Afrique doit prendre en charge sa jeunesse. Emmanuel Asman, on dit que les jeunes Africains ont cette soif de technologie. La révolution numérique de l'Afrique présente-t-elle de vraies opportunités pour ces millions de jeunes sans emploi sur le continent? Faut-il qu'ils aient quand même l'esprit d'entrepreneur? Allô? Oui, Emmanuel, j'ai l'impression que vous ne m'entendez pas très bien. Et avec moi aussi sur le plateau, Florence, vous pensez que ce secteur de la technologie peut changer certaines choses sur le continent? Je suis contente, je vais le dire, de savoir que l'Afrique a embrassé la technologie. Mais en même temps, la technologie ne peut pas résoudre tous les problèmes en Afrique, particulièrement le problème de chômage. Que peut faire la technologie si l'infrastructure de base n'est pas développée? Que peut faire la technologie si les politiques publiques ne sont pas adaptées aux problèmes de l'emploi de l'heure, au problème du marché de l'emploi de l'heure? Et j'invite ici, je profite de ce plateau, de cette invitation, pour dire au gouvernement et à tous les responsables chargés de développer les politiques publiques en Afrique et sur l'Afrique qu'il est temps que vous mettez du sérieux en s'éloignant des paradigmes qui n'ont pas marché, c'est-à-dire où l'Afrique a été focalisée à exploiter, à baser son économie sur l'industrie extractive au détriment des services, au détriment de l'agriculture, qui pourtant sont génératrices d'emplois par rapport aux industries extractives qui ne génèrent pas beaucoup d'emplois. Louis Kemayo, vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de la migration. Alors, les jeunes en Afrique sont-ils bien informés des dangers de ce type de migration, cette traversée de la Méditerranée, vous pensez? Oui, les jeunes savent pertinemment, mais quand on n'a plus rien à perdre, l'énergie du désespoir conduit à tout, y compris à prendre des risques pour sa vie. Et c'est ce que ces jeunes font, malheureusement, parce que pour eux, mourir là, sur place, ou mourir dans la Méditerranée ou dans le désert du Sahara, cela ne change pas grand-chose. Donc, ils ne risquent que d'avoir du bonus en arrivant à destination et en trouvant leur bonheur dans les pays de migration où ils se rendent. Et donc, pour eux, que ce soit risqué ou pas, ils préfèrent prendre ce risque-là, parce que qui ne risque rien n'a rien. C'est la philosophie, finalement, que ces jeunes ont dans les pays africains. Et c'est pourquoi
les dirigeants doivent être interpellés par cela. On a divisé souvent l'Afrique en 5 régions en expliquant que la 6e région, c'était la diaspora. Et cette 6e région commence à avoir un volume très important que tout le monde ne met pas en valeur. Je pense qu'il est important. Votre invité qui est à Washington en est l'illustration. Nous avons beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui se sont formés à l'extérieur, qui peuvent apporter leur expertise à leur pays, y compris dans les pays où ils se trouvent aujourd'hui d'accueil. Mais malheureusement, ils ne sont pas sollicités. Il n'y a pas de cadre aujourd'hui qui permet à ces compétences-là de revenir sur le terrain africain, même quand ils sont partis dans des conditions heureuses ou pas heureuses. Et je pense que l'État doit, au moins pour limiter cela, remettre en place les systèmes d'assistance de l'État dans la formation. Avant, il y avait le système de bourse qui permettait aux plus démunis d'aller à l'école et de se mettre au service de l'État pendant une durée bien précise pour rembourser cet investissement de l'État. Tout cela a été aboli aujourd'hui. Je pense que ce serait sage et utile de remettre au goût du jour l'investissement de l'État dans sa jeunesse, notamment en aidant les plus vulnérables que sont les jeunes. Parce que ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les questions de genre. Aider les femmes à devenir au moins égales aux hommes. Mais il y a la jeunesse également. Et dans cette jeunesse, il y a des femmes qui sont l'avenir, elles aussi, de la nation. Francine. Je voudrais abonder dans le sens de M. Kemayou en disant qu'en ce moment, cependant en nuançant, en ce moment, les pays occidentaux sont en train de fermer leurs frontières à l'immigration africaine. Et c'est là où il faut interpeller la diaspora africaine. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour nos frères, nos jeunes frères et sœurs restés en Afrique, maintenant où les portes de l'Occident sont fermées? Donc nous devons nous organiser. Voilà. On va revenir sur ce sujet-là, certainement. Voilà, point final à ce Washington Forum. Merci à nos invités, à toute l'équipe. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous une fois encore cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington et c'était Washington Forum. Je vous dis à très bientôt. Merci. Take care.